Bonjour et bienvenue sur Mizane TV, l'émission Délivrez-vous a le plaisir de recevoir aujourd'hui Guillaume Ancel, auteur du livre Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre aux éditions Autrement. Bonjour Guillaume Ancel. Bonjour Farouk. Vous êtes ancien officier et chroniqueur de guerre. Tout d'abord, en tant qu'ancien militaire ayant servi dans les Balkans et au Rwanda, avez-vous aujourd'hui le sentiment qu'on assiste à Gaza à une dynamique génocidaire comparable ou pire à celle de la Bosnie ou du Rwanda? En fait, si je le compare aux trois génocides que j'ai traversés, parce que j'étais aussi au Cambodge, je ne peux pas dire que ce qui se passe actuellement sur Gaza est un génocide. Pour moi, ça relève du crime contre l'humanité et d'une politique de dévastation. Ce serait un génocide si l'armée israélienne avait reçu comme ordre de Benjamin Netanyahou de détruire le peuple palestinien sur la bande de Gaza. Et il y aurait, compte tenu de la puissance des bombardements qui ont été effectués, je rappelle, plus de 100 000 bombardements pendant les 15 mois, les 15 premiers mois de guerre, puis là, depuis un mois et demi, on tourne à peu près à 100 bombardements par jour. On n'aurait pas 100 000 morts, comme je le pense aujourd'hui, raisonnablement. On aurait plutôt 1 million de morts et tout le reste de la population serait blessée ou en cours de l'être. Et c'était impossible pour cette population de se protéger. Par conséquent, elle serait rasée. Donc pour moi, il n'y a pas d'intention génocidaire de la part du gouvernement Netanyahou, même si je le déteste profondément. Mais par contre, il y a une intention de dévaster toute la bande de Gaza pour n'en faire qu'une ruine que manifestement Netanyahou a bien l'intention de se réapproprier ensuite. C'est pour ça que je conteste le fait qu'on qualifie de génocide l'opération contre Gaza. Mais par contre, cette opération ne relève même plus du crime de guerre, parce que c'est pas une guerre quand on bombarde une population civile. C'est juste une opération de dévastation dans les grandes largeurs, répétée et continuelle, qui n'a même plus de cible militaire aujourd'hui. Voilà comment je qualifie l'opération contre Gaza, qui camoufle d'ailleurs au passage une autre opération qui est beaucoup moins violente, mais qui reste totalement, impardonnable, injustifiable. C'est celle de la colonisation de la Cisjordanie, qui se fait avec une brutalité inouïe et qui en fait relève un peu de la même intention que sur Gaza, c'est-à-dire s'approprier un territoire qui n'appartient pas aujourd'hui au gouvernement israélien. Et dans les deux cas, on voit au fond un objectif qu'avait publié Benjamin Netanyahou dans son livre, dans sa biographie Bibi A Story, qui est paru au début des années 2020, c'est que il estime qu'en fait les Israéliens peuvent pas coexister avec les Palestiniens et que par conséquent il faut qu'ils s'en aillent. Voilà, moi c'est ce que je vois à travers les opérations qu'il pilote. C'est vraiment la volonté de comment dire d'obliger une forme d'exode, une forme de déportation des Palestiniens de la bande de Gaza et probablement aussi d'une grande partie de la Cisjordanie. Quand on a plus de 100 000 morts, des centaines de milliers de blessés, est-ce que vous pouvez nous donner le chiffre que vous estimez au nombre de blessés? Là, concrètement, vous avez pratiquement toute la population gazaoui qui va finalement finir amputée ou blessée. On assiste. Est-ce que le terme de nettoyage ethnique vous correspondrait mieux à ce qu'on assiste actuellement? Et comme vous le disiez précédemment, le gouvernement d'extrême droite israélien appelle clairement à déporter ces populations. Donc on peut parler de... Le terme génocide n'est finalement pas négligeable, non? Alors, sur ce qui est des bombardements, c'était mon métier quand j'étais dans l'armée. On peut estimer aujourd'hui que on a dépassé les 110 000 bombardements. Un bombardement, c'est fait pour tuer au moins une personne. Il n'y a pas de bombardements qui sont faits pour restructurer un terrain. Donc, on a largement dépassé les 100 000 morts. Et quand on est dans cette échelle-là, dans les bombardements, malheureusement, il y a une règle mécanique qui s'impose, c'est qu'un bombardement fait 3 fois et demi plus de blessés que de morts. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on est raisonnablement autour de 100 000 morts dans cette échelle. Rien à voir avec le bilan qu'affiche le ministère de la Santé du Hamas, dont je conteste les chiffres d'ailleurs, parce que ce sont uniquement des morts qu'ils ont enregistrés à travers le système de santé. Et donc, il reste tous les morts qui sont sous les décombres et que personne n'ira jamais comptabiliser. Donc, on n'est pas autour de On 50 parlait 000. déjà de 100 000 morts il y a plusieurs mois. Tout à fait. Mais depuis, attention, je suis sur une échelle. On est D'accord. sur une échelle de 100, on a largement dépassé les 100 000 morts. On peut dire que quand on a fait 110 000 bombardements, on a de toute façon dépassé les 110 000 morts, et donc on a dépassé les 350, 400 000 blessés.
Alors si on additionne les deux, c'est vrai que ça fait déjà un quart de la population gazaoui, qui fait un peu plus de 2 millions d'habitants. Pour autant, encore une fois, on ne peut pas parler de nettoyage ethnique. Ce serait un nettoyage ethnique si les Israéliens avaient décidé de chasser ici maintenant la population. Ça n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils la laissent dans la bande de Gaza. Alors, faute d'accueil aussi des voisins, puisque les Égyptiens ne souhaitent évidemment pas les recevoir en l'état. Mais le fait qu'ils les matraquent, parce que c'est ce qu'ils font actuellement, ils les matraquent systématiquement, relève pour moi d'une logique, d'une double violence absolue. La violence du Hamas, qui a déclenché cette guerre et qui savait très bien ce qu'elle faisait en déclenchant son opération terroriste du 7 octobre, et qui continue à conserver les otages, alors que si le Hamas rendait ses otages, il est probable que les Netanyahou auraient peu d'arguments pour pouvoir justifier vis-à-vis d'Israël et de la communauté internationale de continuer cette guerre. Et puis en face, il y a un Benyamin Netanyahou qui est au fond une espèce de miroir de la violence du Hamas et qui vit et qui se maintient politiquement grâce à cette guerre. Donc tant qu'on aura ce face-à-face, je veux dire désespérant de deux extrémistes, eh bien on n'a aucune solution de paix à attendre sur la bande de Gaza et d'ailleurs plus largement pour l'ensemble des Palestiniens. Je vais pas insister sur ce point, mais quand vous avez plus de 10% de la population qui est tuée en moins d'un an et demi. Vous le disiez vous-même, plus d'un quart de la population, voire peut-être la moitié qui serait déjà blessée, voire amputée, c'est quand même... Je me permettrais d'employer le terme de nettoyage ethnique. Et puis le gouvernement Netanyahou, via ses collaborateurs aux États-Unis et son ami très proche Trump, et souhaite clairement expulser les populations palestiniennes de Gaza. J'ai assisté à un nettoyage ethnique dans les Balkans, quand les Serbes avaient décidé de chasser complètement les Bosniaques des régions qu'ils voulaient s'approprier. J'ai assisté à un génocide, j'étais au milieu, au Rwanda, au moment du génocide contre les Tutsis. Ça n'est pas comparable avec ce que j'observe à Gaza. À Gaza, c'est un matraquage systématique avec une cible qui est évidente, qui m'a été confirmée d'ailleurs par mes contacts chez Tsahal, c'est de détruire toute infrastructure qui permette de vivre collectivement sur la bande de Gaza. Et donc, on le voit bien d'ailleurs dans la dernière vague de bombardements, celle qui a reprise depuis mars. En fait, l'armée israélienne ne fait même pas semblant d'avoir un objectif militaire. Ils reconnaissent qu'aujourd'hui, de toute façon, il y a plus de miliciens dans le Hamas qu'il y en avait au départ de la guerre. Donc, l'objectif de détruire militairement le Hamas était une ineptie. Et puis, pour ce qui est de la libération des otages, en bombardant une zone comme ça, en dehors de pouvoir les tuer, je vois pas très bien ce que les bombardements pourraient apporter. Mais je ne le compare pas à un nettoyage ethnique parce qu'encore une fois, sur un nettoyage ethnique ou un génocide, les bilans seraient très différents et surtout ils auraient chassé définitivement les Palestiniens. Ce qui va être crucial, c'est l'étape où forcément à un moment ces bombardements devront s'arrêter. C'est quoi le jour d'après? Moi, j'ai peur que le jour d'après soit ce que Trump a annoncé dans un moment d'égarement total en disant mais moi je vais vous transformer la bande de Gaza en Riviera. C'est l'idée la plus monstrueuse que j'ai entendue après des exactions, après des crimes de guerre, après des crimes contre l'humanité comme ça. Et en fait, les plus extrémistes dans le gouvernement Netanyahou se sont emparés de cette idée pour dire ah mais maintenant c'est le plan. Le plan c'est qu'on va faire une Riviera, c'est-à-dire qu'on va finir de raser la bande de Gaza. Ensuite, on va sortir, alors ils n'ont jamais dit comment ils allaient faire, les Palestiniens qui seront encore en vie, donc a priori les 3/4 de la population, et puis à ce moment-là, en gros, cette zone appartiendra aux colons israéliens. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra parler d'épuration ethnique et ce sera un nouveau crime contre l'humanité, puisque je rappelle que la déportation d'une population, c'est un crime contre l'humanité. Mais encore une fois, je n'y vois pas de génocide et je n'y vois pas d'épuration ethnique à ce stade. Donc pour vous, faudra attendre l'après Gaza 2023, 2024, 2025 pour se prononcer là-dessus. Mais vous le citez, je vais me permettre de le dire, que si on empêche une population de vivre les approvisionnements en eau, en électricité, concrètement, cette population risque de mourir de faim. Mais on va terminer sur ce point si vous voulez rajouter quelque chose. Si, il faut que je rajoute une chose. Ouais. Faisons bien la différence entre un génocide, c'est la volonté de détruire un peuple. Alors que là,
quand Israël, le gouvernement Netanyahou, c'est Netanyahou qui en décide, étouffe l'aide humanitaire à Israël, c'est un crime contre l'humanité. Voilà. Et il s'en prend à une population civile en lieu et place de l'armée qu'il prétend combattre. Et c'est ça qui est monstrueux de sa part, c'est qu'il fait payer des gamines, il fait payer des gens innocents, il fait payer toute la population de Gaza pour des crimes qui ont été commis par le Hamas. Et là, ce qu'il fait actuellement est absolument injustifiable. Et j'espère qu'un jour, on reviendra au règne du droit international humanitaire, et que Netanyahou aura droit à un procès pour crime contre l'humanité, parce que c'est une cour pénale qui devra en juger, et pas moi. Mais moi, je pense que tout ce qu'il a fait jusqu'ici relève effectivement du crime contre l'humanité. Abordons à présent donc votre ouvrage. Vous y décrivez l'armée française comme disposant de capacités de dissuasion nucléaire quasi indestructibles, notamment grâce à ses sous-marins. Mais quel est aujourd'hui l'état global de préparation et d'efficacité de l'armée française? En fait, une armée, elle repose sur 3 éléments essentiels, et il en manque un à l'armée française, et sur les 2 autres, elle est en difficulté du fait de sa taille. Le premier élément, c'est celui que vous avez cité, c'est le système de dissuasion nucléaire. Un système de dissuasion nucléaire ne sert qu'à une chose, c'est à empêcher, ou plutôt à rendre ridicule une menace d'attaque nucléaire. Vladimir Poutine, depuis le début de la guerre en Ukraine, en 2022, a menacé plus de 130 fois les pays européens d'attaques nucléaires, dont la France nommément. Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, enfin tout y est passé. Dans les médias qui sont contrôlés par Poutine et montrant que en quelques minutes, il pourrait volatiliser la France. Le problème, c'est que la France dispose d'armes nucléaires suffisantes pour détruire plusieurs fois l'équivalent de la France en Russie. Et donc, en fait, l'arme nucléaire n'a jamais été une arme de guerre. C'est une arme de suicide collectif. C'est une arme qui commet tellement de destruction. C'est simple. La plus petite arme nucléaire est des dizaines de milliers de fois plus puissante que l'arme classique la plus puissante qui est utilisée aujourd'hui. C'est la bombe d'1 tonne dont les Israéliens ont fait un usage totalement délirant sur la bande de Gaza. Mais là, c'est comme si, au lieu des 110, 115 000 bombardements qu'avaient fait les Israéliens sur la bande de Gaza, ils ne lâchaient qu'une seule bombe qui vitrifierait tout sous 2 mètres de profondeur. C'est ça une arme nucléaire. Ça n'a jamais été une arme de guerre, c'est une arme de suicide collectif, donc elle est inutilisable à partir du moment où en face, il y a son équivalent. Je le laisse de côté, avec cependant un problème pour la France, c'est qu'un système de dissuasion nucléaire coûte extrêmement cher à entretenir parce qu'il faut qu'il soit toujours à la pointe de la performance technologique. Sinon, il prend le risque de pouvoir être neutralisé ou intercepté. Or, actuellement, la France est à la limite de ce qu'elle peut financer, et c'est pour ça que ce système de dissuasion nucléaire aurait du sens s'il était financé par plusieurs pays européens qui souhaitaient partager ce système. Mais cela poserait bien évidemment une question politique incontournable. C'est s'il y a une autorité politique, c'est une seule autorité politique, il y a un seul chef à qui l'armée ou un système de dissuasion nucléaire est au service, et à ce moment-là, il faudrait commencer à faire des États-Unis d'Europe, avec plusieurs pays européens, dont la France, qui dirait désormais, on forme une communauté, on forme des États-Unis d'Europe, même si on n'est que 3 ou 4 pays, mais qui avons un seul chef élu démocratiquement, comme aux États-Unis. La Est-ce deuxième que vous pouvez nous donner donc le chiffre, combien coûte donc le coût de cette dissuasion nucléaire pour l'État français? Officiellement, aujourd'hui, dans le budget de la défense, le système de dissuasion nucléaire français représente 12% de l'effort de défense. Donc, si on le rapporte aux 50 milliards à peu près, alors on doit être entre 50 et 60 milliards aujourd'hui, on fait le calcul, ça revient à une dizaine de... j'ai pas dit une bêtise, 12%, ça revient à 5, 6, 3 milliards d'euros par an. La réalité, c'est que on a masqué une partie des dépenses du système de dissuasion nucléaire en le réattribuant à d'autres domaines, y compris la recherche civile, y compris le commissariat à l'énergie atomique. Les experts sur le sujet disent que le système de dissuasion nucléaire coûte actuellement en France entre 25 et 30% de son budget de la défense. Donc on n'est pas à 3 milliards, on est plutôt autour de entre 10 et 15 milliards d'euros annuels. C'est pour ça que pour la France, c'est très compliqué à soutenir dans le temps, parce que si cette arme n'est pas au meilleur niveau, eh bien, elle n'est plus crédible. Donc, je dirais qu'elle coûte trop cher à la France toute seule. Si
la France était avec 3 ou 4 pays de puissance équivalente, en fait, elle pourrait se le payer pour les 50 ans à venir sans difficulté. Ça, c'est le premier challenge. C'est pour avoir un système de dissuasion nucléaire, il faut avoir les moyens financiers derrière. Et la France est aux limites de ce qu'elle peut financer aujourd'hui. On voit par exemple dans son endettement qu'elle ne peut pas se permettre de dépenser plus. Au contraire, il faudrait qu'elle dépense un peu moins. Après, le deuxième dispositif militaire dont a besoin une armée, c'est une force de réaction rapide. C'est-à-dire une armée professionnelle, très bien entraînée, équipée, plutôt légèrement, et capable d'intervenir très vite, y compris à l'étranger, pour éteindre le feu. C'est ce dont dispose la France aujourd'hui avec son armée professionnelle qui est relativement réduite, qui est de l'ordre de 200 000 militaires, ce qui veut dire que concrètement, il y a à peine 50 000 combattants à l'intérieur. Parce que c'est ça, la réalité, c'est que dans une armée, pour un militaire au combat, en fait, il faut presque 3 militaires derrière, souvent d'ailleurs un peu plus. Donc je dis 50 000 militaires au combat, c'est le maximum. L'armée française dispose de ce corps expéditionnaire léger qu'elle a largement utilisé, qu'elle utilise encore, pour des expéditions qu'elle mène, en particulier en Afrique, et dont on voit bien d'ailleurs que les missions n'ont jamais été débattues politiquement et qu'elles posent problème parce que très souvent, elles ressemblent à des opérations post-coloniales. On décide tout seul qu'il faut qu'on intervienne au Mali, au Tchad, en Centrafrique et ailleurs encore, sans que réellement ce soit une demande étayée par le pouvoir politique et surtout sans que ce soit dans un programme social, économique et financier qui permettent au pays de rétablir sa gouvernance. Le Mali en est l'exemple type. On n'est intervenu que militairement au Mali, alors que ça n'a pas de sens face à un État qui se délite et dont la menace de l'État islamique n'est en fait que la manifestation d'un monstre contre lequel, de toute façon, militairement, on ne peut pas faire grand-chose autre que, en voulant exercer une pression brutale sur elle, garantir son recrutement pour les années à venir. C'est exactement ce qui se passe pour le Hamas au Proche-Orient. Ce corps expéditionnaire léger, il existe, il fonctionne très bien en France, il pose quand même problème. Je rappelle qu'au début de la guerre en Ukraine, le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, qui est de ma promotion de Saint-Cyr, a expliqué devant la Commission de défense nationale en France que si cette armée devait se battre en Ukraine, elle aurait 15 jours de munitions. Pourquoi? Parce que c'est un corps expéditionnaire léger qui est fait pour être transporté dans des avions et qui par conséquent n'a pas de stock de munitions, pas de blindés lourds, pas de canons lourds. Le canon César dont on parle beaucoup, c'est un canon qui a été fait pour ce corps expéditionnaire léger qui ne peut pas tirer des séries de coups importantes et qui est d'une extraordinaire fragilité sur un terrain où il serait lui-même bombardé, ce qui est le cas en Ukraine. Et puis là, j'arrive au troisième élément qui est clé dans un système de défense, c'est une armée de masse. C'est une armée qui est tellement nombreuse que on n'a pas très envie d'aller s'y frotter parce que on se ferait laminer. C'est exactement l'armée dont parle Vladimir Poutine au moment où il va y avoir les 80e commémorations de leur victoire contre le nazisme en 1945. Vladimir Poutine fait dire que par ses ministres que la Russie serait capable de lever aujourd'hui une armée de 20 ou de 30 millions d'hommes. Oui, sauf que personne n'attaque la Russie. Mais n'empêche que nous, aujourd'hui, nations européennes, qui sommes menacées régulièrement par la Russie, on se pose la question de qu'est-ce qu'on saurait mobiliser comme armée. Et là, c'est sans doute la plus grande fragilité de l'armée française, c'est que en réalité, elle n'a plus d'armée de mobilisation, parce que quand on a abandonné le service national, et je fais partie des officiers qui ont organisé cela, en réalité, nous avons vendu, détruit, nous nous sommes passés définitivement de toutes les capacités d'équipement et d'organisation qui nous permettraient de monter une armée en centaines de milliers de militaires, voire en millions. Nous n'avons plus ce système-là, nous n'avons plus les casernes, nous n'avons plus les armes, nous n'avons plus les cadres, et ce serait impossible de le refaire, sauf à investir des sommes colossales, et de toute façon, il faudrait au moins 10 ans pour la reconstituer. Donc aujourd'hui, ce qui manque le plus à l'armée française, c'est une armée classique, je vais dire de blindés et de canons d'artillerie, celle qui se bat aujourd'hui en Ukraine, et qui est une armée, un corps blindé mécanisé de masse. Et à mon sens, le seul moyen de pouvoir reconstruire un outil de ce type, c'est de le faire au niveau européen. C'est pour ça que j'appelle à la constitution d'une garde européenne
qui est la seule échelle pour pouvoir dissuader une menace comme celle de la Russie de Poutine aujourd'hui. Vous poussez un cri d'alarme en disant que l'armée française ne pourrait pas défendre l'État face à une attaque massive d'un pays très puissant. Et concernant les armées européennes, quel état des lieux dressez-vous? En fait, les armées européennes aujourd'hui sont confrontées à une véritable menace, c'est celle de la Russie de Poutine. Même si pendant 30 ans, depuis la fin de la guerre froide au tout début des années 90, elle s'est bercée d'illusions dans le fait qu'elle n'était plus menacée. Je reprends les mots d'Olaf Scholz, le chancelier allemand, qui dit au début de la guerre en Ukraine, nous croyons que nous n'avions plus d'ennemis. Nous n'imaginions plus qu'un pays autour de nous puisse nous menacer et déclencher une guerre militaire. Pour ce qui est des autres guerres, malheureusement, elles ont toujours existé, elles continuent, les cyberguerres, les guerres d'information, etc. Mais je parle d'une guerre militaire, d'un affrontement avec des moyens militaires, avec des armes dans lesquelles on tue les gens. Eh bien, là, avec la guerre en Ukraine, nous découvrons que Poutine, depuis 20 ans, a construit une armée colossale, heureusement mal organisée et mal équipée et mal commandée, mais qu'il a envoyé envahir l'Ukraine et qu'il pensait d'ailleurs envahir en quelques semaines. Il se trouve qu'au bout de 3 ans, il n'y est pas arrivé et que son armée est vraiment à la peine, alors qu'on croyait que c'était la deuxième armée du monde. Néanmoins, en face, les armées européennes, qui sur le papier sont 3 fois plus puissantes que l'armée russe. Les budgets de défense, rien que des 27 pays de l'Union européenne, représentent déjà 3 fois et demi le budget de défense de la Russie. Mais ces armées sont extrêmement fragiles pour 2 raisons, ou j'allais dire 3. La première, c'est qu'elles ont perdu toute culture militaire. C'est-à-dire que dans ces sociétés, je vais prendre l'Allemagne par exemple, qui sur le papier a le budget le plus important, en fait, l'armée allemande est devenue une armée de papier. C'est une armée qui n'a plus aucune expérience opérationnelle, qui ne sait plus se battre, qui a des équipements et des militaires, mais qui n'a pas de compétences militaires propres aujourd'hui, faute d'expérience. La deuxième chose, c'est que ces armées sont incroyablement dispersées. Le problème des armées européennes, c'est pas le budget, c'est aujourd'hui 450 milliards d'euros quand on les rassemble. C'est le fait que ce budget est dispersé entre 27 organisations. Et je ne compte pas la Grande-Bretagne, la Suisse et la Norvège, qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et donc, quand on disperse entre 27 armées ces moyens, eh ben, on a 27 fois pas grand-chose. Si je prenais l'image inverse, il faut imaginer l'armée américaine, qui est considérée aujourd'hui comme l'armée la plus puissante du monde, et qui dispose, au passage, d'un budget qui est de l'ordre de 1000 milliards d'euros, vous voyez, par rapport aux 450 de l'Europe. 1000 milliards d'euros, mais surtout une seule armée. Si l'armée américaine était constituée de 50 armées indépendantes, parce qu'il y a 50 États aux États-Unis, je ne compte pas le Canada, eh bien, les armées américaines, c'est-à-dire l'armée du Texas, moins l'armée du Michigan, mais avec l'armée de l'Ohio, pardon, mais nous impressionnerait pas du tout. Et on se dirait, mais de toute façon, si l'armée du Michigan veut intervenir, de toute façon, l'armée du Montana viendra pas. Donc aujourd'hui, la puissance américaine, elle est liée au fait qu'elle a une seule armée. La fragilité des armées européennes est liée au fait que tout ça est dispersé dans 27 systèmes qui ont leur propre commandement, leur propre système de formation, de recrutement et bien sûr d'achat. Donc chaque armée est équipée différemment. Ce qui fait la force de l'armée américaine, c'est quand ils décident d'acheter des F-16, ils en achètent 1500, alors que la France va acheter 200 avions de combat dans une série qui est beaucoup trop faible pour que l'industriel puisse investir massivement dessus et à sa modernisation. Donc l'état des armées européennes est d'une grande fragilité parce que ce sont des armées qui sont beaucoup trop dispersées, ou plutôt ce sont des moyens qui sont beaucoup trop dispersés entre des organisations qui sont très inégales. Maintenant, la réalité, c'est que si demain elles devaient se battre, je suis sûr, et ça a été exactement l'exemple en Ukraine, moins de 30 millions d'habitants aujourd'hui en Ukraine, qui se bat face à un monstre, à un ours. Ce qui est le plus important, c'est la capacité de résistance. C'est l'esprit d'une population qui dit « je ne me laisserai pas soumettre, je ne subirai pas ce que veut m'imposer mon voisin, quel qu'il soit ». Et ça, c'est l'arme la plus puissante. On se souvient de la guerre d'Afghanistan dans laquelle a chuté aussi bien la Russie que l'OTAN quelques années plus tard. C'est qu'on ne soumet pas un peuple s'il a décidé de résister.
Est-ce que vous pouvez nous donner rapidement le nombre de soldats par pays dans l'Union européenne? Donc en France, vous avez plus de 200 000. Quel en est, quel est l'état des lieux en Allemagne et en Italie, en Espagne? Alors, en fait, la difficulté, c'est que très souvent, on fait étalage d'armées qui, encore une fois, sont des armées de papier. Je vais prendre le cas de l'armée britannique. C'est très intéressant, l'armée britannique. On a noté que les dirigeants politiques britanniques, comme Keir Starmer, et puis avant lui, le Premier ministre, Boris Johnson, ont été extrêmement actifs sur tous les sujets militaires. Et ils ont été les premiers à se rendre en Ukraine, à dire on va vous soutenir, on va vous donner du matériel, ça. Le problème, c'est qu'ils n'ont plus d'armée. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait tellement de réductions budgétaires sur leur propre armée qu'aujourd'hui, l'armée de terre britannique est une des plus petites d'Europe. Et donc, quand Boris Johnson annonçait que, par exemple, il allait offrir des chars à l'Ukraine, en réalité, il lui reste que quelques dizaines de chars Challenger, dont la plupart sont en panne. Et par conséquent, ces cadeaux étaient un peu des cadeaux empoisonnés. Et puis de l'autre côté, on a des armées qui, sur papier, sont très importantes, parce que les chiffres sont importants. C'est l'armée allemande, qui doit être autour de 400 000 hommes. C'est l'armée polonaise, qui est de cet ordre-là, qui est de l'ordre de 500 000 hommes. En tout cas, elle ambitionne d'avoir plus de 500 000 militaires, mais qui n'ont pas d'expérience opérationnelle. Et donc, pardon, mais ils n'ont plus de compétences guerrières. Ils ont des compétences théoriques, ils s'entraînent, c'est des armées très sérieuses, hein, très bien formées, avec des hommes et des femmes qui seraient, à mon avis, vite compétents, mais qui n'ont plus d'expérience guerrière parce qu'elles n'ont participé à aucune guerre depuis des décennies. Et par conséquent, elles ont perdu énormément d'une expérience qui, aujourd'hui, est essentiellement dans l'armée ukrainienne. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de ces armées envoient des experts sur place pour voir comment ça se passe et ce qu'elles comprennent. Par contre, elles ont une force par rapport à l'armée ukrainienne, c'est qu'elles savent faire des manœuvres interarmes et interarmées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles savent combiner des opérations aériennes avec des opérations maritimes, avec des opérations d'artillerie, avec des opérations des chars, avec les forces spéciales, avec du renseignement, avec de la guerre électronique. Ce que ne sait pas faire l'armée ukrainienne, qui combat avec des toutes petites unités, qui ne sait pas assembler des manœuvres importantes. Et ça, c'est une lacune de l'armée ukrainienne qui est aujourd'hui clairement la plus opérationnelle en termes d'expérience, mais qui par contre a très peu de compétences, je vais dire tactiques, au sens être capable de faire manœuvrer ensemble des armes et des armées différentes. Voilà. Et ça, c'est ce qui fait la différence avec les armées européennes qui, grâce à l'OTAN, savent faire travailler ensemble des armées différentes. L'OTAN étant essentiellement un système d'état-major et de coordination, je rappelle que l'OTAN n'a pas d'armée en propre. L'OTAN, c'est un club de défense dans lequel chaque membre vient ou pas avec son armée. Vous avez évoqué le coût potentiel d'une armée européenne. À quoi ressemblerait concrètement une telle force et est-elle réaliste politiquement et stratégiquement? La question est excellente. La question, elle est d'abord politique, puisque en fait, monter une armée européenne, techniquement, ne serait pas très compliqué. On commencerait par assembler les armées de chaque pays membre, en tout cas de ceux qui sont volontaires. On sait que un Viktor Orban en Hongrie est assez hostile en fait à l'idée de se défendre contre la Russie dont il se sent très proche. Mais prenons les pays qui sont proches. On pourrait assembler leurs armées sans beaucoup de difficultés, d'autant que la plupart travaillent au sein de l'OTAN et donc elles savent se coordonner. Simplement, ce qui changerait, c'est qu'on dirait désormais c'est une seule armée, même s'il y a des régiments français et des bases aériennes allemandes, il faut désormais qu'on ait la même structure de commandement et non pas de la coordination entre les différents états-majors, et puis surtout les mêmes équipements. En fait, la grande différence, elle serait là. C'est-à-dire qu'il faut créer derrière des industries de l'armement qui soient au niveau européen et qui équipent tout le monde. Je vais prendre un exemple pour bien me faire comprendre. La France aujourd'hui a comme char de combat, qui est un élément central sur le combat terrestre, le char Leclerc, qu'elle a produit toute seule, et qu'elle n'a pas produit depuis pratiquement 40 ans, ou plutôt qu'elle a produit il y a 40 ans, mais dont elle n'a pas fait de nouveaux exemplaires. Aujourd'hui, il lui reste 200 exemplaires. 200 exemplaires, c'est pas une série industrielle. Imaginons un constructeur automobile qui ferait une série de 200. Bah, évidemment, c'est pas une série industrielle. Il peut pas investir sur cette série pour dire je vais faire une nouvelle version que je vais appeler Leclerc 3 ou que je vais appeler Delattre de Tassigny. Il n'en a pas les moyens, surtout s'il n'y a pas de commande derrière. Les Allemands, eux, Krauss-Maffei, ont construit un char qui s'appelle le Léopard 2, qui a été construit à plus de 2000 exemplaires,
qui fait l'objet de 9 versions différentes ces 30 dernières années. La dernière version, la A9, elle est publiée, elle est produite seulement depuis 2 ou 3 ans. C'est une version qui a 30 ans, 35 ans d'avance sur le char Leclerc. Donc ça veut dire que demain, si on fait une armée européenne, on choisit un char pour toute l'Europe, pour tous les pays de cette armée européenne, et on le produit en quantité industrielle, en milliers d'exemplaires, dans lequel l'industriel ne peut plus être juste Cross-Maffei en Allemagne, mais devient une forme d'Airbus. Pourquoi? Parce que Airbus, en réalité, c'est le regroupement de plein de constructeurs aéronautiques, mais qui, en se mettant ensemble, ont pris la taille de Boeing et qui aujourd'hui lui flanquent des raclées sur les marchés. Donc si on veut avoir des vrais industriels de la défense européenne, il faut qu'ils se regroupent et qu'on constitue des Airbus de la défense qui fabriquent le même type de missiles, le même type de munitions, le même type de canon, le même type de chars. C'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Mais si on voulait faire une armée européenne, en assemblant les armées actuelles et en les équipant progressivement d'un matériel unique, ça demanderait assez peu de temps. En 2 ou 3 ans, on a une armée européenne qui serait beaucoup plus importante que l'armée russe, dont on voit bien en Ukraine que c'est loin d'être la deuxième armée du monde. Sur le papier, cette armée européenne serait la deuxième armée du monde après celle des États-Unis. Le problème, il est politique. C'est celui que vous avez évoqué. C'est que pour avoir une armée, il faut un chef. Et un seul chef, parce qu'à une armée, on ne peut pas demander à 15, 25, 27 participants de donner leur avis chaque fois qu'il y a une opération à décider. Et par conséquent, le chef, il ne peut pas être militaire, c'est une autorité politique. C'est quoi la communauté politique qu'on constitue en Europe pour dire désormais, le chef de ces armées, c'est ce président ou cette présidente-là. En fait, ça ne peut pas être la présidente de la Commission européenne qui soit la chef de ces armées. Pourquoi? Parce que la Commission européenne, c'est un club de commerçants. Ça n'a jamais été une institution politique. Il faut créer une communauté politique, un début d'États-Unis d'Europe, dont la présidence serait à la tête de ces armées et qui ferait les choix financiers, sociaux, d'équipement, mais surtout de commandement. C'est elle, cette présidence, qui déciderait de l'engagement ou pas de cette armée. Et si je l'affectais au sujet de l'Ukraine, les Américains nous ont prévenus pratiquement 3 mois à l'avance, bien avant février 2022, que la Russie préparait une invasion militaire de l'Ukraine. Si l'Europe avait disposé d'une telle force et qu'elle avait envoyé simplement 50 000 militaires sur le sol ukrainien pour dire l'armée européenne est là, réfléchissez bien avant de déclencher une guerre contre l'Ukraine. Je pense que la Russie de Poutine n'aurait jamais osé envahir l'Ukraine parce qu'elle aurait eu peur de se confronter avec un ensemble de pays qui sont beaucoup plus puissants que la Russie aujourd'hui. Vous l'affirmiez précédemment que la dissuasion nucléaire n'est pas une garantie absolue. L'exemple d'Israël contre-attaqué par l'Iran en 2024 malgré son arsenal nucléaire semble vous donner raison. Quelles sont aujourd'hui, selon vous, les limites de cette concrète de cette dissuasion nucléaire, puisque concrètement un pays peut attaquer un autre qui en dispose et pourtant il n'y a pas de représailles massives? Non, parce que en fait, l'arme nucléaire est une arme de destruction massive dont les dégâts sont disproportionnés. On l'a vu aussi avec l'exemple de la Russie. La Russie a toujours affirmé qu'elle utiliserait ses armes nucléaires pour se défendre contre une invasion. Il se trouve que l'Ukraine, en août 2024, par surprise, a lancé une opération d'invasion en Russie. Alors évidemment, ça fait rire parce que ils ont au maximum, ils ont conquis 1000 km² pour un pays qui en fait plus de 10 millions. J'ai plus le chiffre en tête. C'était rien, c'était une goutte d'eau. N'empêche que, est-ce que la Russie aurait été crédible de dire si vous ne vous retirez pas, je déclenche une bataille nucléaire contre vous? Ben non. Soit il fallait qu'ils tirent une arme nucléaire sur le sol russe, ça veut dire qu'ils vitrifiaient sous 2 mètres de profondeur une propriété qui leur appartenait, soit ils faisaient la même chose en Ukraine, mais à ce moment-là, c'était la fin du monde, c'est-à-dire que ce qui détruisait était détruit irrémédiablement. Et par conséquent, ça n'avait pas de sens, au même titre que Benyamin Netanyahou, qui est pourtant un homme d'une brutalité sans limite, n'a jamais eu l'idée d'utiliser des armes nucléaires pour attaquer l'Iran, parce que l'Iran avait lancé des salves de missiles classiques, avec des bombes classiques, contre Israël. Pourquoi? Parce que là, même les États-Unis de Donald Trump n'auraient pas pu soutenir Israël et justifier qu'on ait tué 2, 3, 4 millions d'Iraniens parce qu'on voulait se protéger d'une salve de missiles qui a fait 3 blessés et 2 morts. C'est la disproportion
dans les dégâts commis par ces armes nucléaires qui font que ce ne sont pas des armes de guerre, ce sont encore une fois des armes de destruction massive. Et le fait d'avoir une arme nucléaire ne dissuade pas une attaque classique, au même titre que quand la Russie prétend qu'elle va lancer une arme nucléaire si on faisait telle ou telle chose en Ukraine. En réalité, en 3 ans, on le voit bien, elle ne l'a jamais fait parce que sinon la guerre est perdue. Alors Guillaume Ancel, vous avez été engagé dans plusieurs théâtres de guerre et vous mentionnez que la France a participé à 34 conflits depuis 1962. Pouvez-vous revenir sur cette réalité méconnue et nous dire comment les forces françaises ont agi dans ces conflits? Ça pose un sacré problème et c'est la guerre en Ukraine qui l'a révélé. En fait, c'est la 34e guerre à laquelle participe la France depuis la guerre d'Algérie. Guerre d'Algérie qu'elle n'avait pas nommée ainsi. Elle n'avait pas dit que c'était une opération militaire spéciale, mais dans l'esprit de l'État français à l'époque, je rappelle que on avait utilisé un terme complètement différent. On avait parlé des événements en Algérie. C'était une guerre, bien sûr, qui était menée. Mais on voit bien que depuis la fin de cette guerre, en 1962, la France n'a jamais voulu reconnaître qu'elle avait d'ennemis et qu'elle menait une guerre ou qu'elle participait à une guerre. Et pourtant, elle a participé à 34 guerres dans lesquelles elle a fait la guerre, c'est-à-dire ses soldats ont été impliqués et ils se sont battus. Ça va du Mali pour les combats auxquels j'ai participé, la guerre dans les Balkans, la guerre antiterroriste, la guerre au Rwanda, dans laquelle la France a été très impliquée, et beaucoup plus que de raison, ou des opérations d'intervention au Cambodge, dans lequel, bien évidemment, on a dû faire le coup de feu. Tout ça, ce sont des guerres. Mais ce qui est inquiétant, c'est que l'État français ne l'a jamais dit à sa société. Et du coup, la société française est une société qui a été persuadée pendant toutes ces années, et en particulier depuis la fin de la guerre froide au début des années 90, que en fait la guerre ne la concernait plus. Et donc quand arrive la guerre en Ukraine, c'est un choc parce que à la rigueur, on ne sait même plus à quoi sert l'armée. Oh, on entend bien parler d'intervention en Centrafrique, au Mali, puis de temps en temps il y a une cérémonie pour commémorer les morts qu'on a ramenés du Mali. Mais personne n'interroge sur qu'est-ce qu'on fait au Mali. Est-ce qu'il y a une guerre là-bas? Contre qui on se bat? On a l'impression que on a voulu éteindre la curiosité et ou plutôt le questionnement des Français, tout débat politique autour de on est menacé aujourd'hui et par qui sommes-nous menacés? Comment est-ce qu'on assure notre sécurité? C'est un effet extrêmement pervers. C'est que d'un côté, les Européens, et pas seulement la France, ont laissé prospérer une idée peu fiable qui était que les États-Unis nous offraient une garantie de sécurité et dont on s'aperçoit aujourd'hui avec Donald Trump que l'assureur, en réalité, est défaillant et qui peut très bien, du jour au lendemain, remettre en cause cette garantie. Une garantie qu'on a peu payée. Et d'ailleurs, c'est ce que nous reproche beaucoup Donald Trump quand il dit vous avez dépensé moins de 2% de votre PIB, de votre produit intérieur brut, pour votre défense, alors que les États-Unis ont dépensé beaucoup plus. Bon, là où il est complètement faux, c'est que les États-Unis en dépensent que 3,3%, donc c'est pas non plus 5% comme ils voudraient que les autres le fassent à condition d'acheter des armes américaines. Mais ce qui n'empêche que on a sous-traité notre sécurité aux États-Unis, on s'est défait d'une capacité de guerre et on découvre avec la guerre en Ukraine que c'est pas à nous de décider qu'on n'a plus d'ennemis. C'est une réalité. Aujourd'hui, la menace, elle est clairement la Russie de Vladimir Poutine. Poutine qui ne cache même pas que dès qu'il en aura les moyens, il attaquera les pays baltes, il attaquera la Pologne, il attaquera la Finlande. Pourquoi? Parce qu'il estime que ça fait partie de l'Empire russe et que lui ne respecte absolument pas le droit. Pour lui, ses frontières sont marquées par l'endroit où sont allés ses chars. Par conséquent, on est menacé. Et il ne faut pas se faire d'illusions parce que beaucoup de gens fantasment sur le fait que Poutine finira bien par disparaître. Évidemment qu'il n'est pas immortel, même si on a trop espéré pendant 3 ans qu'il disparaisse du jour au lendemain. Mais quand Poutine aura disparu, qui nous dit que la menace de cet empire russe reconstitué par Poutine disparaîtra avec lui? Et qui nous dit que demain, ce ne sera pas la Chine ou l'Inde qui sont des monstres en termes de politique, qui sont des ensembles gigantesques avec des moyens énormes. Et si demain, c'est eux qui devenaient des empires menaçants, comment est-ce qu'on se défendra? Comment est-ce qu'on empêchera qu'ils puissent exercer sur nous une menace permanente? C'est ça la question qu'on doit se poser et surtout ne jamais penser que notre sécurité est un sujet qu'on doit confier aux autres. C'est notre sujet. Quand on se dit c'est notre sujet, moi qui suis un ancien militaire, je suis très clair. C'est pas le sujet des militaires ou de quelques hommes politiques à l'Élysée en France.
c'est le sujet de la société française. C'est à tous les Français et Françaises de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on doit faire pour notre sécurité? Et ça, ce serait un vrai sujet démocratique, alors que ces dernières décennies, on s'est concentré sur un seul sujet, c'est notre prospérité. À ça, quand on peut avoir des débats sur la protection sociale ou sur le développement de l'économie, ils sont sans fin. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas les débats équivalents sur notre sécurité, alors qu'elle nous a jamais concernés autant qu'aujourd'hui? Justement, là-dessus, pour rebondir sur ce que vous dites, il y a beaucoup de débats donc sur la dette en France, le budget, où pourrait-on trouver de l'argent pour financer ce système de défense européen? En fait, la France n'a pas les moyens de mettre plus d'argent aujourd'hui sur un système de protection. Et comme la plupart des pays européens, il n'y a que quelques pays en Europe, comme l'Allemagne, qui ont encore des marges de manœuvre importantes. Mais la France est trop endettée pour pouvoir sortir des milliards supplémentaires. On le voit bien. Et le sujet, c'est qu'évidemment, on va pas payer une armée en réduisant les retraites. Enfin, ce serait complètement ridicule. La protection sociale n'a jamais été en compétition avec la protection tout court. C'est deux sujets différents et dans une société, on a besoin de protection sociale au même titre qu'on a besoin de protection. En fait, le seul moyen pour les pays européens d'avoir une véritable défense dissuasive vis-à-vis d'une menace, c'est de mettre ensemble leurs moyens. Encore une fois, les budgets de la défense de l'Union européenne représentent 3,5 fois celui de la Russie. Donc ça veut dire que si nos moyens étaient mis en commun, en fait, on n'a pas besoin de finances supplémentaires. On n'a pas besoin de dépenser plus. Par contre, on a besoin de constituer une industrie européenne de la défense qui soit capable de sortir des séries industrielles de l'armement qu'on veut. On voit bien que la France n'a pas osé franchir le Rubicon, n'a pas osé passer le gué. Il y a quelques années, elle a décidé de se rééquiper avec un fusil d'assaut. Un fusil d'assaut, c'est pas un outil de haute technologie, c'est quelque chose qui doit être très résistant et très bien construit. Il se trouve que le standard de place, le meilleur fusil aujourd'hui à un prix acceptable, c'est celui des Allemands, c'est celui des Claire en Koch. Et donc les Français ont décidé d'acheter ce fusil. Vous imaginez, pour la France, qui a quand même été 2 fois en guerre mondiale avec l'Allemagne, équiper son armée avec un fusil d'assaut allemand, évidemment, n'aurait été même pas envisageable il y a encore quelques décennies. Mais aujourd'hui, on l'a fait tout naturellement parce que soit on se réinventait une capacité à mal fabriquer un clone du Heckler & Koch allemand, soit on achetait chez le producteur allemand et on en faisait, c'est ce qu'on a fait avec eux, on en faisait un marché commun dans lequel il y a des prestataires français qui travaillent bien sûr pour Heckler & Koch. Mais ça, on aurait dû faire la même chose pour nos chars. C'est-à-dire qu'on ne devrait plus avoir des chars Leclerc, mais des chars Léopard 2. Et si on pense au Rafale, c'est exactement le même sujet. Le char Rafale, l'avion, de combat Rafale a été construit à quelques centaines d'exemplaires. C'est inadmissible. C'est Airbus qui devrait construire un Eurofighter dont tout le monde serait équipé et Dassault ne devrait être qu'une constituante de cet Airbus de la défense, au même titre que il y a des décennies, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait un fabricant illustre d'avions en France qui s'appelait Latécoère. J'aime beaucoup ce nom, je le trouve très étrange. Latécoère aujourd'hui existe parce qu'il fait partie d'Airbus. Si Latécoère se croyait concurrent de Boeing, aujourd'hui, il aurait disparu depuis longtemps. Pour revenir donc au conflit en Ukraine, l'armée russe dispose d'un budget conséquent, environ 100 milliards d'euros par an, mais ses résultats sur le terrain semblent loin des attentes. Comment l'expliquez-vous? En fait, je pense que Poutine avait surestimé son armée. Il était absolument persuadé au début du conflit qu'il allait régler ça en quelques jours et en quelques semaines. Ou en quelques semaines. Ça a révélé 2 faiblesses majeures. La première, c'est que la Russie aujourd'hui est en réalité gérée par une mafia qui est issue du KGB et dont le chef est Vladimir Poutine. Le problème dans un système mafieux, c'est qu'on ne peut avoir confiance en personne. Et tout l'argent qui a été investi dans l'armée a été en grande partie détourné par ce système mafieux. Donc, on a des généraux, des ingénieurs de l'armement qui ont des maisons magnifiques dans le monde entier, mais tout ça a été fait au détriment de l'armée russe, qui est dans un état pitoyable et qui l'a montré en Ukraine en n'étant même pas capable de venir à bout d'un pays de 30 millions d'habitants en 3 années de guerre. Donc c'est une armée qui est beaucoup plus faible qu'elle ne paraissait sur le papier parce que la réalité est assez pitoyable et surtout a été mangée par l'aspect mafieux de la société russe aujourd'hui.
La deuxième fragilité, c'est que on oublie souvent quand on parle d'armée, c'est le cas dans le débat en Europe aujourd'hui, que la première chose dont il faut disposer pour pouvoir se défendre, c'est d'un système de renseignement. Alors évidemment, il n'y a pas de système d'armement qui s'appelle Renseignator. Donc il n'y a aucun industriel derrière pour venir faire la retape de ce système de renseignement. Mais aujourd'hui, ce qui manque le plus à l'Europe pour sa défense, c'est un système de renseignement commun. Pourquoi? Regardez bien la guerre en Ukraine. En 3 années de guerre, les Ukrainiens n'ont jamais été surpris une seule fois par une manœuvre russe. Ils l'ont toujours anticipé, parfois des semaines auparavant, parce que ce sont les Américains qui leur ont fourni le renseignement. Un renseignement qui est tellement développé qu'il est capable d'être prédictif. C'est-à-dire que les renseignements américains sont capables de dire aux Ukrainiens, là, dans 15 jours, les forces spéciales russes vont essayer de s'emparer de Kiev et ils vont atterrir sur tel et tel aéroport. Et évidemment, l'opération par les Russes n'est pas faisable puisqu'ils sont attendus, ils ne bénéficient plus de la surprise. Regardez bien la manière dont ça s'est passé et regardez à contrario, comme le système de renseignement russe est faible, il n'a même pas vu venir l'incursion militaire ukrainienne dans la région de Koursk, qui a été une véritable humiliation pour la Russie de Poutine, alors qu'ils ont déployé sur le terrain des moyens considérables. Donc on voit bien la fragilité de l'armée russe, elle est liée d'une part à une organisation quasi mafieuse qui fait qu'il y a beaucoup de moyens et en fait qui sont dispersés ou qui disparaissent dans les méandres de la mafia, et puis d'autre part, dans l'absence d'un système de renseignement réellement performant, alors que les Russes ont toujours été très développés en termes d'espionnage, mais ils n'ont pas les moyens considérables dont disposent les Américains. Donc je vais prendre 1 minute pour l'expliquer parce que c'est intéressant. Dans le système de renseignement américain, il y a 2 aspects qui sont importants. Il y a un système de captation des données. Donc ce sont des stations d'interception, satellites, au sol, dans les mers, partout, qui leur permettent de récupérer des données massivement, y compris en passant par les GAFAM, par les Google, par les Microsoft, par les Apple, dans lesquels ils récupèrent des données sur tout le monde et en permanence. Et le deuxième aspect du renseignement américain, c'est qu'une fois qu'on a ces masses de données, en réalité, on ne peut rien en faire. Le problème, c'est d'arriver à les gérer, d'arriver à extraire de ces données ce qui est intéressant, de savoir pourquoi il y a un chef russe qui est en train de préparer une invasion de l'Ukraine, alors que Vladimir Poutine jure dans les médias publics que jamais il n'a eu l'intention de déclencher une opération militaire. Et ça nécessite d'avoir des logiciels d'intelligence artificielle très développés, et c'est pour ça que les Américains ont plusieurs années d'avance sur le sujet, parce qu'en fait, c'est pour d'abord des raisons de renseignement qu'ils les ont développés. Et donc, ils ont investi des dizaines de milliards de dollars, d'euros si ça avait été en Europe, depuis des décennies sur le sujet. Or, nous, chaque pays européen fait la même chose, mais avec une seule pièce du puzzle. Donc, il investit en France un petit milliard d'euros dans un système de renseignement, alors qu'il en faudrait entre 10 et 100 tous les ans. Et donc, on voit bien que c'est la différence de moyens qui fait qu'aujourd'hui, le système de renseignement européen, il est à l'aune de son armée, il lui ressemble. C'est 27 petits systèmes de renseignement qui sont faibles et qui sont incapables de travailler ensemble, alors que les Américains ont un système de renseignement qui a à peu près 10 ans d'avance sur ce qu'on sait faire par ailleurs. Ce que vous nous dites, c'est que concrètement, l'Union européenne ne représente plus un grand empire comparable à celui des États-Unis, de la Chine et de la Russie, finalement. C'est simplement un marché commercial pour diffuser donc les produits chinois en Europe. Il n'y a plus de souveraineté européenne, il n'y a plus d'armée capable de se projeter et de se défendre. Je simplifie et je caricature quand je dis ça, mais c'est vrai que l'Union européenne, c'est d'abord une association de marchands. Et par conséquent, c'est le plus grand espace de prospérité du monde aujourd'hui, de prospérité financière, mais aussi culturelle et sociale, parce qu'elles vont avec. Et donc on peut se permettre de se disputer inlassablement sur le montant du RSA ou des aides sociales, parce que en fait, on en a les moyens financièrement et socialement. Mais par contre, l'Union européenne n'est jamais rentrée sur ces sujets de sécurité et de souveraineté, ou de manière très marginale. Pourquoi? Parce que chaque pays membre estime, encore aujourd'hui, que c'est de son strict ressort. Et on voit bien que quand un commissaire européen comme Thierry Breton a commencé à dire mais on devrait faire comme pour la crise du Covid, on devrait s'équiper militairement d'une seule manière et on répartirait après comme on l'a fait pour les vaccins,
les moyens dont on dispose entre les pays européens. La France a été le premier pays à dire à Thierry Breton, mais l'Union européenne n'est pas compétente en matière de défense. Et par conséquent, elle n'a pas à prendre de décision sur le sujet. Et c'est ça qui nous affaiblit. C'est qu'on n'a pas compris que l'Union européenne était faible, parce qu'en réalité, ça n'est pas une union politique, ça n'est qu'une union de commerçants, et que si on veut être fort, la première chose qu'il faut faire en politique, c'est s'unir. Les déclarations contre Moscou de Macron sont-elles destinées à nous préparer à une entrée en guerre et y croyez-vous? Alors, il y a deux sujets un peu différents concernant les déclarations de Macron. Macron, le président Macron, n'a pas d'expérience militaire. Et je trouve que souvent, il fait une confusion, par manque d'expérience, dans l'utilisation du mot guerre. On se souvient que au début du Covid, il a dit « nous sommes en guerre ». Jamais été en guerre. On n'est jamais allé lancer des bombes et se protéger de coups de canon de la part du Covid. On était en crise, ce qui n'est pas la même chose. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en guerre en France. C'est l'Ukraine qui est en guerre, c'est la Russie qui est en guerre. Par contre, la France, comme les autres pays européens, sont clairement menacés. Ils le sont tous les jours par Vladimir Poutine. Et par conséquent, il faut qu'ils se défendent et qu'ils se protègent. C'est ça, en fait, notre sujet. Donc oui, il faut se préparer à un affrontement parce que même s'il n'avait pas lieu en France, si demain, on arrive enfin à trouver un cessez-le-feu, par exemple, en Ukraine, il faudra envoyer une force militaire européenne pour garantir ce cessez-le-feu, parce qu'on sait bien que Poutine n'a aucune parole et qu'il attendra la première occasion, il prétendra que les Ukrainiens lui ont tiré dessus, pour que son armée reprenne son offensive. Et donc on sera obligé d'avoir une armée européenne exactement comme on a eu une armée essentiellement européenne et américaine, qui a stationné en Allemagne de l'Ouest pendant presque 50 ans, j'en ai fait partie, pour protéger l'Ouest de l'Europe contre la menace de l'Union soviétique. Aujourd'hui, on peut dire qu'on revient dans une forme de guerre froide où la Russie de Poutine est devenue le successeur de l'URSS et menace le reste du monde. Donc, il faut se préparer à un affrontement avec eux parce que si demain, cette armée rentre, par exemple, en Pologne, dans les pays baltes ou en Finlande, ce sont des pays alliés de la France et là, on a une obligation d'aller les défendre parce que si on les laisse seuls face à leur destin, ce seront nous les prochains. Donc oui, il faut se préparer à la guerre, il faut surtout retrouver cette culture militaire de dire si à un moment, il faut défendre la paix, il faut être prêt à se battre. Et c'est pour ça que mon livre est sous-titré Comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, parce qu'aujourd'hui, nos sociétés sont surtout fragilisées par leur peur d'un affrontement militaire, alors que malheureusement, on en aura sans doute besoin et que finalement, lors des décennies précédentes, on n'a pas réellement hésité à se battre, mais sans le dire. Pour revenir donc au conflit en Ukraine, il me semble que dans votre livre, vous indiquez que 50 pays soutiennent donc le gouvernement de Zelensky. Concrètement, l'armée française aide à quel niveau donc l'armée ukrainienne et quels sont les outils, les armes qui leur sont envoyées? En fait, il y a eu 52 pays qui à un moment ou à un autre ont soutenu militairement l'Ukraine. Beaucoup ont pris des distances, en particulier à cause de la guerre en Israël, en disant on ne peut pas soutenir l'Ukraine contre ce que fait Poutine et ne rien faire contre Netanyahou après la manière dont il traite le sujet au Proche-Orient. Donc déjà, sur ces 52 pays, il en reste plus que les 2 tiers. Sur les 2 tiers, la France en particulier, elle a surtout apporté une aide technique, une aide en termes de matériel et une aide en termes de conseils. En termes techniques, parce que elle a apporté des connaissances et un savoir-faire sur un certain nombre d'opérations, comment se défendre, comment empêcher telle chose, comment être efficace dans une contre-attaque. On n'a pas forcément été très brillant. Typiquement, la contre-offensive ukrainienne de 2023, elle avait été beaucoup soutenue par des experts de l'OTAN, dont des experts français, j'en connais quelques-uns, et manifestement, elle n'a pas fonctionné, en partie aussi parce que les Ukrainiens n'ont pas écouté ce que leur disaient ces experts. Mais on voit bien que ça a été beaucoup de conseils, en fait, cette expertise technique. Ensuite, il y a eu une aide en livraison d'armes. Les Français ont livré beaucoup de matériel, en général des matériels assez anciens, comme les véhicules de l'avant blindé, des VAB, qui sont en fait les camions blindés qu'on utilisait dans ma génération. Donc forcément, ça date un peu. Mais ils ont aussi livré des matériels très modernes, comme les canons César. Je trouve que ce sont des canons, comme je le disais tout à l'heure, qui sont relativement fragiles.
et qui sont assez inadaptés à ce genre de combat. Et puis surtout, l'armée française manque de stock. On l'a dit, c'est un corps expéditionnaire léger, donc elle n'a pas de stock munitions, elle n'a pas de stock de matériel très blindé, de blindés lourds, capables de tirer très souvent et très longtemps. Et puis enfin, elle a apporté une expertise en termes de formation, où on a accueilli et on est allé envoyer des formateurs sur le terrain pour permettre aux Ukrainiens de monter en compétences militaires. Voilà. Et c'est sûr qu'on n'allait pas apprendre à un soldat ukrainien à se battre alors qu'il se bat depuis des années, mais par contre leur apprendre à travailler de manière combinée, ça, les Français les ont beaucoup aidés, comme d'autres pays, comme la Grande-Bretagne et comme l'Allemagne d'ailleurs. La Pologne a aussi envoyé, bien sûr, des experts. Donc il y a dans ces pays-là eu beaucoup de soutien qui n'a pas été que un soutien de livraison d'armes, mais bien un soutien moral, un soutien technique, un soutien de conseil aussi et d'expertise. Les pertes russes et ukrainiennes semblent élevées. Quel est le bilan actuel, précis, et où en est le rapport de force sur le terrain? En réalité, personne ne sait faire un bilan précis aujourd'hui puisque les deux parties mentent absolument sur leurs pertes parce qu'ils considèrent que c'est une information hypersensible. Moi, j'estime, mais je le fais à dire d'experts militaires, que on a dû dépasser 1 million de morts dans cette guerre, avec, je dirais, du côté russe, essentiellement des pertes militaires pour 95%, et des pertes qui ont été gigantesques parce que la Russie ne porte aucune importance aux pertes humaines. Pour eux, un soldat est fait pour mourir. On l'a très bien vu dans l'utilisation des soldats nord-coréens, par exemple, qu'ils ont fait massivement. Les soldats nord-coréens, qu'on traite maintenant de héros de la Russie, parce qu'il va y avoir des commémorations le 9 mai, mais en réalité, les héros coréens, ils ont été utilisés comme chair à canon sur le terrain. On les a envoyés pour être tués et pour les sacrifier face aux drones ou aux mines ukrainiennes. Du côté Quelle est ukrainien, selon vous la proportion entre Ukrainiens et Russes? alors je pense que si on a dépassé le million de morts, à mon avis, c'est plutôt de l'ordre de 600 000 du côté russe et pour l'essentiel des militaires et 400 000 du côté ukrainien au moins. Mais là, du côté ukrainien, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a au moins un tiers, voire la moitié de victimes civiles, puisque les Russes ont bombardé massivement des cibles civiles et ils ont fait énormément de pertes. On se souvient qu'en particulier, quand ils se sont emparés de Mariupol, ils ont écrasé la ville sous les bombes et par conséquent, ils ont fait énormément de morts. Voilà. Et les nombres de blessés, c'est pas très compliqué. Dans une guerre, il faut multiplier par 3,5 pour avoir le nombre de blessés. Donc ça donne une idée. Moi, une idée, pardon, je suis sur une échelle. C'est considérable. C'est pour ça d'ailleurs que le président américain, Donald Trump, évoque souvent ce bilan dramatique de la guerre. Et en ça, malheureusement, il a raison. Le bilan est dramatique, mais une guerre est toujours un drame. Et pour conclure donc ma question, où en est le rapport de force militaire sur le terrain actuellement? En fait, on n'a pas vraiment changé de rapport de force depuis le début de la guerre. Les Russes ont l'avantage sur le terrain, ils sont plus forts que les Ukrainiens, mais ils ne dominent pas le terrain, ils n'ont pas la domination du champ de bataille. Donc aujourd'hui, si on regarde la vitesse à laquelle progresse l'armée russe, elle progresse en permanence, mais elle progresse à une vitesse de fourmi qui fait que, je vais prendre les 12 derniers mois, j'inclus avril à l'intérieur, en 12 mois, les Russes se sont emparés, avec un effort de guerre considérable, parce que Poutine leur avait demandé de mettre les bouchées doubles. Ils se sont emparés de moins d'1% du territoire ukrainien. Ce qui veut dire qu'à cette vitesse-là, il leur faudra à peu près un siècle pour conquérir l'Ukraine. Et les Ukrainiens, eux, avec les moyens dont ils disposent, et en utilisant massivement les femmes dans leur armée, parce que c'est ça qui leur a permis de compenser en partie le déficit numérique par rapport à l'armée russe, résistent de manière remarquable. Il n'y a pas de risque d'effondrement de l'armée ukrainienne à terme, mais par contre, c'est une armée ukrainienne qui est épuisée parce qu'elle repose essentiellement sur le volontariat et qu'évidemment, après 3 ans de guerre, il n'y a aucune armée qui puisse supporter une telle pression. Au quotidien, les combats ont lieu, font des dizaines, voire des centaines de victimes des deux côtés. Et par conséquent, ce sont des combats intenses. C'est vraiment une guerre de haute intensité dans laquelle
Les Ukrainiens ont tout pour résister pendant encore des décennies, à condition qu'on ne les trahisse pas. Et les Russes, malheureusement, ont l'ordre de continuer cette guerre, quand bien même tout les porterait à devoir l'arrêter. Une guerre qui n'avait aucun sens pour la Russie. Au fond, la guerre de la Russie contre l'Ukraine, c'est exactement comme si la France avait été d'un seul coup dirigée par l'extrême droite en France et qu'elle décidait d'attaquer la Belgique parce que la Belgique deviendrait une menace pour la France. Voilà, ça n'a pas plus de sens que ça, cette guerre russe contre l'Ukraine, qui sont deux peuples frères. L'OTAN est souvent perçue par Moscou comme une menace, mais vous soutenez qu'elle n'a pas de visée offensive. Comment réconcilier cette vision avec les interventions de l'OTAN en Afghanistan ou en Libye? Alors, il faut bien. Enfin, moi, j'ai travaillé pour l'OTAN, je connais bien l'OTAN. Souvent, les gens qui en parlent n'ont aucune connaissance de l'OTAN, et c'est pour ça qu'à mon avis, ils font des erreurs sur l'interprétation. L'OTAN, c'est un club de défense. Quand elle intervient, par exemple, en Afghanistan, c'est pas l'OTAN qui décide, ce sont les pays membres. L'OTAN n'a aucune existence politique, même s'il y a un conseil politique de l'OTAN, mais en réalité, ce sont les pays membres de l'OTAN qui disent je demande à l'OTAN d'intervenir à tel ou tel endroit. Mais l'OTAN, c'est uniquement un club de coordination des armées des États membres. Si les États-Unis, qui représentent les 2 tiers des dépenses militaires aujourd'hui des pays membres de l'OTAN, disent non, il n'est pas question que l'OTAN intervienne, par exemple, en Ukraine, l'OTAN n'interviendra pas. Mais si l'OTAN, parce qu'il y a un conseil politique des pays membres, 32 pays dans l'OTAN, décide à la majorité qui veulent intervenir en Ukraine, les États-Unis peuvent se retirer des moyens et laisser l'OTAN et les états-majors sans les Américains intervenir. Simplement, les Américains représentent un gros tiers de l'OTAN et surtout tout le système de renseignement. Les pays membres de l'OTAN sans les Américains seraient un peu en peine sur le sujet. Mais l'OTAN n'a jamais constitué une menace dans le sens où l'OTAN n'a pas d'armée. Les armées, ce sont celles de chacun des pays membres et chaque pays membre peut dire je participe pas, ou je participe avec peu. Et surtout, l'OTAN n'a pas de vie politique. Ce sont les pays membres qui prennent des décisions politiques, mais pas l'OTAN. Je voulais terminer donc sur l'Ukraine et la Russie. Que pensez-vous de l'attitude de Trump dans ce dossier? Vous, votre avis plutôt personnel sur la question? En fait, ce qui m'ennuie, alors je déteste profondément Donald Trump et l'extrémisme radical qu'il représente, c'est que malheureusement sur l'Ukraine, il a raison sur un point. C'est que la guerre en Ukraine est une impasse militaire et que de toute façon, on n'a pas d'alternative à trouver une solution politique aujourd'hui. Les Ukrainiens ne peuvent pas remporter cette guerre, ils ne peuvent pas chasser militairement les Russes, ils n'en ont pas les moyens. Et les Russes ne peuvent pas gagner cette guerre. Donc, il faut trouver une issue politique. L'issue politique, pour moi, elle est aujourd'hui, parce qu'on n'a pas d'alternative, on arrête les combats, la ligne de front devient une ligne de démarcation, comme pour la Corée, comme ça avait été le cas d'ailleurs pour l'Allemagne, la fracture entre les deux Allemagnes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et on décide que ce qui est à l'est du front appartient à la Russie, et ce qui est à l'ouest du front appartient à une Ukraine libre qu'on défend. Voilà, je ne vois pas tellement d'autres solutions. En gros, c'est la solution que propose Donald Trump. Elle est terrible, notamment parce qu'elle s'assied sur le droit international. Elle reconnaîtrait que tout ce qui a été conquis par la force par la Russie lui revient. Mais en l'état, en réalité, nous n'avons pas vraiment d'alternative. Le conflit Inde-Pakistan reste une autre poudrière nucléaire. Quelles leçons tirez-vous de cette situation où deux puissances nucléaires entretiennent un conflit larvé? La question est extrêmement sensible. Effectivement, là, on est dans le cas de deux puissances nucléaires qui, par conséquent, peuvent s'affronter avec des armes classiques. Aucune d'entre elles ne peut mettre fin au conflit en disant je vais utiliser mon arme nucléaire. Ça n'a pas de sens puisqu'elle est dissuadée par le dispositif nucléaire de l'autre. Donc, on est dans l'exemple type d'un système de dissuasion nucléaire qui empêche d'être menacé d'une attaque nucléaire, mais qui ne peut pas défendre classiquement. Juste pour dire que l'extrême droite en France, le Rassemblement national, ment à tout le monde quand elle raconte que parce que la France dispose d'armes nucléaires, la Russie ne peut pas la menacer. Voilà, on en a typiquement l'exemple entre l'Inde et le Pakistan, ces deux pays qui ont une arme nucléaire et qui vont se faire une guerre classique si personne ne les en empêche. Merci Guillaume Ancel pour ces explications. Je rappelle que vous êtes l'auteur de l'ouvrage Petite leçon sur la guerre, comment défendre la paix sans avoir peur de se battre, publié aux éditions Autrement. Je remercie nos auditeurs pour leur écoute, n'hésitez pas à partager cette émission, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Mizan TV.